Malam, Ngangang, guérisseur, tradipraticien, marabout, encore d'autres noms pour qualifier tous ceux qui pratiquent au quotidien ce que l'on qualifie désormais de médecine traditionnelle ou médecine alternative. À cette occasion, nous avons une opportunité d'échanger avec un praticien, auteur de l'ouvrage intitulé Médecine traditionnelle et savoir thérapeutique endogène, publié aux éditions L'Harmattan en 2018, en la personne de M. Kana Amos Roger. Monsieur Kana, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'honneur que vous faites à Africa TV pour venir échanger autour de cette thématique aussi prégnante et actuelle qu'est la médecine traditionnelle. D'entrée du jeu, on entend parler de médecine traditionnelle de manière orale, de manière verbale, dans les discussions au quartier ou dans la rue, et peut-être dans les milieux intelligents. Selon vous, qu'entend-on par médecine traditionnelle? Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport à la médecine traditionnelle. Mais avant de donner des éléments de réponse, j'aimerais remercier, dire merci au directeur de l'Harmattan Cameroun qui a cru en ce que je pouvais apporter quelque chose dans les écrits. Maintenant, en dehors de lui, j'ai travaillé avec un certain nombre de personnes, mes collaboratrices surtout, qui m'ont accompagné. Je ne peux pas les citer parce qu'elles sont nombreuses à pouvoir faire ce travail-là au quotidien, à m'amener dans des sujets pour lesquels je n'étais pas censé connaître, justement parce que la majorité des personnes que nous sommes n'aiment pas la critique. Et pourtant, c'est dans la critique qu'on se surévalue, ou qu'on se réévalue, ou qu'on s'évalue. Donc, ce que le directeur de l'Harmattan me donne comme opportunité, c'est la critique. Continuer à accepter la critique. Ce que ces jeunes dames-là m'ont apporté et qui ne se paye pas et qui ne s'achète pas, c'est la critique. Donc, elle se disait peut-être qu'elle n'accepte pas que la médecine traditionnelle soit en train de vouloir comprendre, de faire comprendre qu'on peut guérir une maladie. Elles ne comprennent pas. Elles apportent une critique qu'elles ne comprennent pas. C'est-à-dire que, parce que dans leur parcours académique, parce que c'est des personnes qui sont allées à l'école fortement, dans leur parcours académique, ils ne comprennent pas que on peut souffler un mal guéri. Elles veulent comprendre, elles apportent une critique qui est même malsaine, mais on essaye de se surpasser pour faire comprendre à la personne que ce n'est pas ça. Ça n'a pas pris un moment, ça n'a pas pris 2 moments. Ça a mis beaucoup de temps pour essayer d'amener le fait que une d'elles me dise, mais tu peux écrire. Tout ce que tu me dis là, tout ce que tu nous dis ici au quotidien, tu peux écrire, tu peux noter ça quelque part. C'est comme ça que je commence à noter. Maintenant, pour revenir à la question, c'est comprendre la nature et ce qu'elle renferme. Utiliser cette nature-là pour apporter la guérison au patient. C'est ça ma définition de la médecine traditionnelle. Par rapport à notre culture, on a un vaste champ culturel. La danse, la musique, le vestimentaire et autres. Mais dedans, on a la culture médicinale qui ne ressort pas beaucoup. On ne l'accepte même pas. L'opinion ne l'accepte pas. Les autorités ne veulent rien du tout savoir, ne veulent pas comprendre. Mais il y a un fond qui revient. C'est que pour que tu t'habilles bien, il faut que tu sois en santé.
que tu danses bien, il faut que tu sois en santé. Le danseur, là, s'il n'est pas en santé, il ne va pas danser. On valorise la danse, la musique et tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît. On pousse l'individu à venir nous voir nuitamment. Ce sont les autorités qui poussent l'individu à venir nous voir nuitamment parce qu'ils viennent nous voir. Ils sont nombreux à venir nous voir. Donc pour moi, c'est la diffusion de la médecine traditionnelle, c'est mettre en œuvre ce qu'on connaît à la merci de la population afin que celle-ci soit en santé. C'est un peu ça. Donc, nous sommes en plein échange sur le contenu du concept de médecine traditionnelle évoqué dans l'ouvrage avant d'aborder la question de la vision de la société civile et son apport dans le cadre de la valorisation de cette médecine traditionnelle. Vous évoquez à la page 100 de votre ouvrage le caractère alambiqué de la médecine traditionnelle et le combat quotidien qui existe, ou alors sous-jacent ou implicite entre les médecins traditionnels, les autres pôles de guérison spirituelle, on va le dire ainsi, les églises, les milieux religieux, les églises, entre autres. Bon, est-ce que cela n'est pas dû, entre autres, au fait que, marqué dans votre livre, certains praticiens, certains de vos collègues appliquent des formules à la va-vite, sans examen préalable, sans outils scientifiques? Bon, je ne parlerai pas de la science, puisque, entre guillemets, je ne suis pas scientifique. Je dis entre guillemets. Pourtant, plusieurs personnes m'ont dit, mais monsieur Kana, vous avez un ouvrage scientifique? Tout à fait. Moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un ouvrage scientifique. Et on me dit qu'il est même hermétique, donc fermé. On ne le comprend pas. Et c'est ces discussions qu'on a fait avec Viatel le matin. Bon, mais pour venir, la médecine traditionnelle dans le jargon de ce que les autres ne veulent pas mettre ou ne savent pas mettre en œuvre. Il faut comprendre ce que c'est que la médecine traditionnelle et pratiquer la médecine traditionnelle. Ça, c'est de un. Il faut comprendre la médecine traditionnelle et venir vers un praticien de la médecine traditionnelle. Ça, c'est une autre chose. Bon, maintenant, on a un État. Tout ce qui est alambiqué, on a un État qui ne contrôle rien. Celui qui essaie de faire et celui qui ne sait pas faire dans le même sac. Nous sommes tous dedans. Je suis traduit praticien. Moi, je vais pieds nus. C'est-à-dire qu'au premier regard, je suis remarqué. Je me revendique praticien de médecine traditionnelle. Et ça, je suis ça. Quelqu'un d'autre va te dire non, je ne suis pas traduit praticien. Il ne se reconnaît pas dedans, mais il apporte des solutions, il essaie d'apporter des solutions aux autres. Il se fait appeler docteur. Il se fait appeler docteur et tout ça. Donc ce n'est pas à moi de faire ce travail à la place de l'État. Ce qui est vrai, c'est que des personnes comme nous, comme vous et moi, en quête de santé, viendront toujours essayer de voir, essayer de chercher quelqu'un qui va soigner. Bon. Mais beaucoup plus, celui qui n'est pas dans l'axe de faire ce travail-là dans de bonnes conditions sera en vue. Seront en vue. Donc on va avoir des gens qui viennent se renseigner sur vous. Comment vous vivez, qu'est-ce que vous mangez, il va vous rappeler ça. Vous avez marché avec, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vous avez ceci. Se renseigner sur vous. On a ça chez les docteurs qui sont en médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle ne fait pas de publicité. On voit ça dans les radios et les télévisions. On ne doit pas faire de publicité. C'est le bouche à oreille, ça devrait faire. C'est-à-dire que c'est X qui va te dire, moi j'ai eu, et l'autre va te dire. Maintenant, pignon sur rue, tout le monde se met avec. Ça, c'est alambiqué. C'est à l'État de faire son travail.
S'il ne fait pas son travail, c'est son problème. Nous, on va travailler, puis... L'État ne peut pas intervenir partout de manière directe. Donc, du coup, le problème est certainement interne. À la page 93, vous évoquez un certain nombre d'écueils. La médecine traditionnelle, l'hygiène, l'absence de limites des praticiens, la pertinence de la quantité de médicaments à doser, le mélange entre les écorces ou plantes médicinales traditionnelles et les comprimés issus de la médecine dite conventionnelle, l'utilisation des mêmes plantes, un certain nombre d'écueils. En fait, du coup, on a l'impression que le problème est d'abord interne. Non, non, je ne pense pas qu'il soit... Il n'y a pas une cohésion entre les je ne pense pas qu'il soit interne. J'ai vu des médecins conventionnels faire une piqûre. Le gars est mort. Pourquoi il meurt après une piqûre? Est-ce qu'il est médecin traditionnel? L'autre jour, une dame vient me dire vraiment, il y a des malades de sida. Beaucoup. Toi, tu connais faire un certain nombre de choses. Dis là que tu peux faire le sida. On aura l'argent. Bon. Et maintenant, si on est friand, ça va se passer comment? On a ça dans divers cas. Nous voulons de l'argent au détriment de la santé. Donc on trouvera toujours des gens qui veulent avoir un peu d'argent dans leur poche au détriment de la santé. Maintenant, si on s'en va faire ça, on devient charlatan. Docteur X, Y, qui ne sait pas faire ça, mais qui cherche de l'argent. La médecine traditionnelle ne veut pas s'enrichir. La richesse, dans tous les cas, la richesse c'est quoi? Est-elle matérielle? Est-ce que tout le monde peut être riche d'argent? Ou alors toi, tu es riche de connaissances? À me pousser dans ma connaissance, à me révéler. Il y a plusieurs types de connaissances, plusieurs types de richesses. Mais nous voulons seulement une seule, qui est la richesse matérielle de l'argent. Et dites-moi un peu, si vous êtes riche à savoir lire ce livre, vous pouvez retourner ce livre et les autres vont. Donc, les écueils, tout ce qu'on dit là, il y a des charlatans, il y a des ceci. C'est nous, oui. Mais quand on n'a pas sommé un individu, quand on ne lui a pas dit, bon, comme tu as fait ceci, je vais en prison. Quand il n'y a pas de loi, chacun va faire ce qu'il veut. Et puis, on ne va rien lui faire parce qu'on sait que tout le monde, vous sortez là, vous allez voir médecine traditionnelle, chacun pose pour lui en route. Ce n'est pas normal. C'est insulter la connaissance. La connaissance mérite d'être respectée. Comme toute autre chose. La médecine traditionnelle mérite d'être respectée. Je ne veux pas dire à quelqu'un, je vais te soigner ceci parce que je vais gagner 100 francs ou 200 ou 300. Parce que je n'ai rien gagné. Mais donner à cette personne ce qu'il faut, c'est avoir du crédit. Donc des écueils, on n'aura pas ces écueils-là par rapport à ceux qui savent ce que c'est que la médecine traditionnelle. On a des écueils à ceux qui sont pauvres d'esprit, pauvres matériellement, pauvres en tout. Et ils font insulter la médecine traditionnelle. C'est comme ça que moi je pense. Alors, vous distinguez deux formes principales de médecine traditionnelle, la médecine traditionnelle naturelle et la médecine traditionnelle spirituelle. La question que nous allons vous poser est celle de savoir quels sont les outils utilisés par la médecine traditionnelle au quotidien, en distinguant bien celle naturelle de celle spirituelle. On a en avant-garde la médecine traditionnelle spirituelle qui est en avant-garde de celle naturelle. La plus populaire. Oui. Bon, dans tous les cas, ce sont les naturopathes qui sont les médecins naturels. C'est-à-dire que, je vous assure, qu'on va chercher une connaissance donnée par rapport à un sujet, le médecin traditionnel digne de ce nom ne va pas se retourner.
dans ce livre-là, il va dire, choisis tel livre, donne-moi. Regarde page telle. Tu vas trouver l'élément qui commence à te montrer la voie à suivre par rapport à la question que tu veux résoudre, la réponse que tu veux avoir. Donc le fait qu'on soit connecté, c'est-à-dire que nous prions, ça revient toujours. On est à la quête de la connaissance. On veut attraper Dieu. La majorité des gens qui prient, c'est que Dieu donne-moi à manger et à boire. Tu as à manger et à boire, tu demandes encore à manger. Tu ne peux pas avoir à manger et à boire, tu demandes à manger. Donc tu es un médecin traditionnel qui doit apporter la santé aux individus. De façon spirituelle. Tu ne peux pas demander à manger et à boire. Tu dois donner à manger et à boire. Tu dois pouvoir dire à quelqu'un, ne dors pas à 23h. Entre 23h et 23h30, ne dors pas. Si tu somnoles, tu vas traverser, manger. À ce moment-là, à ce laps de temps, tu vas trouver ton bonheur justement parce que... Vous savez pourquoi? Pas parce que le miracle va se produire. Parce que le médecin traditionnel a calculé que vous êtes faible à ce moment de votre vie. Maintenant, s'il vous laisse éveiller à ce moment, à cet instant de votre vie, s'il parvient à vous faire rester éveillé par rapport à ce que vous voulez dans la vie, c'est parce que vous avez un désir ardent d'avoir quelque chose, d'avoir une vision. Il vous calcule, il sait que lorsque vous serez éveillé, à cette période-là, vous allez traverser la fatigue. Et lorsque vous allez vous lever demain, vous allez travailler. C'est un cas de figure qui n'est pas seulement ça pour cette personne-là. Ça peut être plusieurs autres cas de figure pour plusieurs personnes ou éléments de la nature. Donc ce n'est pas ce qu'on pense. La médecine traditionnelle, elle est la mère dans sa phase spirituelle. Les plus grands, quand tu n'as pas une forte intuition, les autres disent sixième sens. Quand tu n'as pas un sixième sens évolué, tu ne veux pas accompagner un type de personne. Tu ne peux pas être leader dans quoi que ce soit. Pourquoi on dit sixième sens? Parce que tellement les cinq sens, ce sont les autres sens, se sont tellement évolués que ces sens-là ont commencé à cotiser dans le sixième. Le toucher donne, lui donne, la vue donne, et ainsi de suite. Maintenant, je peux vous attraper. Vous voulez partir d'ici pour aller à un endroit, je vais te trouver là, je vais vous trouver là, parce que justement, mon sixième sens a attrapé votre moi. Ça, c'est la médecine traditionnelle spirituelle, qui est la mère des médecines. À qui on dit, il faut aller prier, laisser ceci. Mais c'est ça la prière. Sauf que elle, on ne pose pas les genoux à terre. Sauf que elle, on respecte un certain nombre de lois. Tu ne manges pas ceci. Tu ne couches pas une femme de ceci. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Autant de tu élèves ta façon d'être. Ton moi intérieur ressort. Ta capacité de captation dans le cosmos s'élève. C'est ça la médecine traditionnelle. Vous évoquez d'ailleurs le rôle de la pesanteur dans ce schéma. Oui. Pouvez-vous développer? Bon. À côté de la force spirituelle que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Pouvez-vous développer davantage? Oui, je dis dans le livre que nous sommes dans deux formats. Le premier format est tel que le chrétien te dit va prier. L'Esprit Saint va te garder. Le deuxième format, c'est que on ne va pas prier. Mais le même Esprit Saint va te garder. Et généralement, celui qui est allé prier, sans travailler, va venir demander à manger à celui qui n'aura pas prié.
Pourtant, tous ont prié dans le même esprit, qui est dans ce même champ de captation. S'il n'y a pas de champ magnétique, la prière ne partira pas, justement parce que dans la prière, il y a un effort. Il y a la foi que tu y mets. Est-ce qu'on met la foi? La force de la foi s'applique dans le champ magnétique et ça part. Ça dégage tout ce que ça va dégager. Donc, aussi la force du vouloir faire, sans toutefois prier. On a deux vecteurs qui vont tous vers un même endroit. Et puis on a ce qu'on veut. Beaucoup plus même pour celui qui ne prie pas, parce qu'il aura travaillé. Parce qu'on dit, il faut mettre en pratique ce que tu as demandé, fais comme si. Fais comme tu as demandé en prière. Donc tu mets en pratique ce que tu voudrais. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu auras demandé en prière, tu n'auras jamais rien. Et si on ne met pas en pratique, mais on pratique, donc tant qu'il y a un champ magnétique, tant qu'il y a de l'air, tant qu'il y a des rayons de soleil dans ce cosmos, on a tout. Il faut juste réfléchir. Est-ce que vous savez que les rayons de soleil ne touchent pas un individu? Le soleil n'est pas mat. Ces rayons ne sont pas mat. Donc ça ne vient pas comme un tissu qui te couvre, non. C'est le milieu des rayons qui vous touche à un point. On dit souvent dans les villages, faisons le caddie. On a tué un individu, je ne sais pas qui l'a tué. On veut rendre. On dit, il faut faire le caddie. La personne va mourir. Ce qu'on a à faire, c'est que on dit au soleil, hé, monsieur, la personne qui a fait ça, moi, je ne la connais pas. Toi, soleil, qui s'interpose, qui regarde l'autre côté, quand il fait noir ici, tu connais, parce que tu auras vu. Parce que l'obscurité va te donner les informations. Ou la lumière va te donner les informations, toi tu connais. Dans les rayons, on dit au soleil, les rayons de vie qui sont sur cette personne, coupe-les pour 2 minutes. Il faut avoir la capacité de mobiliser la zone de RIX, c'est-à-dire la zone ou le champ de bataille du praticien que vous évoquez dans votre ouvrage. Effectivement. À cet effet, est-ce que chaque individu peut avoir la capacité de mobiliser cette zone de RIX? Oui. Puisque vous dans la formation. Oui, vous prenez quelques années de formation, c'est tout. Ou de spécialisation. Parce que vous êtes allé à l'école conventionnelle, on le prend. Ce temps n'est pas perdu. Vous venez vous spécialiser en 6 mois, en 7 mois, en 8 mois. Je vois parce que les gens partent chercher dans des on dit franc-maçonnerie, rose quoi, ceci et cela. Bordel. Pourquoi? Parce qu'on cherche que l'argent, le bien matériel et tout ça. Ce n'est pas la connaissance. On dit au soleil, monsieur le soleil, on a commis un crime. Repart. Coupe le rayon de soleil qui donne la vie, qui réchauffe le cœur pour qu'il continue à battre. Coupe-le pour 2 minutes. Le cœur sera glacé. Le contraire va se positionner. L'eau va venir envahir le cœur. Et tu tombes à 9 jours, à 6 jours, en 3 jours, selon comme on a demandé. Ce n'est pas de la magie. C'est quoi? C'est des connaissances. Comment acquiert-on de manière schématique ces connaissances? Il faut vous parcours d'initiation. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que le cosmos. On a un élan terrestre dans l'intérieur de la Terre. On a un élan extraterrestre en dehors de la Terre. On est connecté dans la Terre. On est connecté dans les planètes qui sont dans le cosmos. Et très loin, en dehors du cosmos. Donc, nous sommes, vous et moi et tout le monde, nous sommes des éléments de ce cosmos. Pourquoi n'allons-nous pas avoir
un contact direct avec des éléments extraterrestres, donc qui ne sont pas de la Terre. On va avoir ce contact-là, parce que nous sommes éléments de la Terre. Donc, avoir ces connaissances ne voudrait pas dire que... Bon, il y a quelqu'un qui va naître dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, peut-être. Il trouvera que j'ai mis un certain nombre de connaissances dans ce livre. Il va dire, mais je vais améliorer ces connaissances. Par rapport à comment on dit, à ce qu'il aura comme lien direct avec le cosmos. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous considérez le médicament traditionnel comme une affaire d'érudit? Qui est érudit qui peut donner le médicament traditionnel? Celui qui aura appris à donner le médicament traditionnel. Parce qu'on a des connaissances, comme on vient de parler, sur 2 pans. Physique. Il y a des gens qui peuvent enlever votre mal avec la main. J'ai mal ici, il enlève ça avec la main, il jette. Il y en a qui peuvent te donner le médicament, tu bois, et le mal guérit. Dans les 2 cas, il faut apprendre. Ce n'est pas de la magie. Donc, ce n'est pas que des érudits. On a des érudits, oui, les gardiens de la tradition, ceux qui gardent l'essence même de la culture médicinale qui est ancrée dans le cosmos. Ils sont là. On a aussi ceux à qui on a donné. Vous allez entendre quelqu'un dire, mon père j'accompagnais mon père à la recherche des plantes. Parce que lui, la nuit, il a un malade qui est venu. Quand il s'en va dormir, dans la nuit, le sens s'ouvre et il sait que c'est tel arbre qui va soigner le malade. Le matin, il va dire à son enfant ou à quelqu'un d'autre qui va l'accompagner, il lui dit, accompagne-moi. Quel arbre ici? Parce qu'à un moment donné, moi, je ne pourrais plus cueillir. Quel arbre là à la maison? Quel arbre on s'en va à la maison? Lorsqu'on arrive à la maison, pile, ou écrase, ou fait ce que mélange avec ceci. Donne ce monsieur ou à cette dame. Lorsque cette dame-là va guérir, c'est une révélation qui s'est faite. C'est ainsi qu'on devient érudit. Oui. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un là qui va contenir ça, qui va comprendre que hier j'avais accompagné papa ou le maître qui a accueilli ça parce qu'un individu était malade. Et maintenant, à côté de ça, il est resté que l'arbre X soigne ceci. Il faut juste apprendre. À noter également que vous êtes le promoteur, fondateur et président de l'association pour la recherche en anthropologie de médecine traditionnelle. Vous avez mené un certain nombre d'activités de vulgarisation et de valorisation de la médecine traditionnelle à travers le reboisement, la reforestation. Vous avez d'ailleurs une convention, une lettre de collaboration avec le ministère de la Santé. Et la question qu'on va poser pour sortir de cet échange, c'est est-ce que cela produit des effets? Est-ce qu'il y a un rôle que la société civile peut davantage jouer dans l'amélioration du statut de la médecine traditionnelle? L'État dit, mettez-vous en association. Et c'était un défi pour nous, de pouvoir d'avoir des documents officiels qui nous amènent sur le terrain, travailler en toute quiétude. Maintenant, l'association pour la recherche en anthropologie et médecine travaille beaucoup plus parce que il fallait se conformer pour mettre en place des arbres nécessaires à la suivi de la médecine traditionnelle. Parce que sans autorisation du gouvernement, on ne peut pas se déployer sur le terrain. On ne peut pas. Donc, pour se déployer sur le terrain, il fallait qu'on soit en association et que cette association montre un certain nombre de mises en œuvre sur le terrain.
afin que justement l'État nous apporte un certain nombre d'autorisations avec le ministère de la Santé publique, le ministère des Forêts, etc., etc. Donc, le fait que nous nous soyons organisés en association amène les uns et les autres. Quand je dis les uns et les autres, c'est la population, à comprendre que la médecine traditionnelle, telle que définie par l'association qui est la RAM, n'est pas... Il ne faut pas cracher dessus, il faut essayer de voir jusqu'où ça va. Donc si l'État laisse la RAM mettre en œuvre ses objectifs, ça veut dire que c'est bien. Donc c'est par là que nous avons du crédit. Pas par en personne physique. Pas en personne, je suis canam, je suis tradipraticien, non. Je ne me définis pas comme tradipraticien personnellement, non. Je me définis comme tradipraticien au sein d'une association qui d'ailleurs peut aussi avoir plusieurs autres tradipraticiens qui sont spécialisés parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc on peut imaginer qu'il y a une ambition de création d'un centre de formation, d'une école de médecine traditionnelle. Oui, nous avons eu des échanges avec le ministère de l'Enseignement supérieur dans cette optique-là. Et on nous a craché dessus. On nous a dit allez vous constituer et nous apporter un type de module. C'est seulement pour ces raisons que moi j'ai continué à écrire. Parce que les modules sortent des livres. Voilà. C'est-à-dire qu'on est des modules en bon et due forme et qu'on est vivement cette école. D'accord. C'est sur cette note de fin que nous achevons cet entretien ô combien riche autour de cet ouvrage Médecine traditionnelle et savoir thérapeutique endogène, publié aux éditions L'Harmattan Cameroun en 2018 par M. Amos Roger Kana. 165 pages regroupant un certain nombre d'orientations sur le contenu, sur la vision et sur le concept de médecine traditionnelle avec des exercices pratiques ou même des orientations en termes de consommation de nos repas patrimoniaux qui peuvent être utiles pour être en bonne santé. Merci Amos Roger Kana pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur Africa TV.